happy. Good morning. Really happy. Good morning. To be with you. With you. With you. Happy. Really happy. To be with you. With you. With you. Good morning, bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 7 juillet 2026, on est encore là, c'est Ren qui vous parle et comme tous les matins, je suis accompagné de mon cher John. Salut John. Good morning Ren, salut, ravi d'être avec toi ce matin et ravi de recevoir notre invité. Dis-nous-en un peu plus Ren, je suis très content et excité, j'ai plein de questions déjà. Eh ben, génial. Notre invité, c'est quelqu'un qu'on connaît déjà devant le NFT Morning parce qu'on l'a reçu il y a un peu plus d'un an. C'était en mai 2025. Et c'est Jean Minguet qui est analyste, responsable même de l'analyse chez Artprice. Et donc, on va surtout parler du marché de l'art. Et écoute, merci beaucoup Jean. C'est un plaisir de te recevoir à nouveau. C'est un plaisir de faire partie de votre émission. Merci. Je voulais te remercier. Je l'ai déjà fait en privé, mais je vois que tu relais souvent ce qu'on fait, tu likes, donc voilà. Je constate que tu suis un peu de loin, donc voilà, ça fait plaisir. En vrai, vous êtes un super relais parce que c'est vrai que le titre c'est NFT, mais ça va bien au-delà. Et puis voilà, tous les gens que vous recevez, on n'a pas nécessairement l'occasion de les entendre dans ce genre de format un petit peu long et puis avec cet angle-là, donc c'est toujours super intéressant. Et donc voilà, ça fait plaisir de faire partie de tout cet univers que vous avez créé. Merci en tout cas. On parlera aussi on va parler de l'art digital. On en avait parlé un petit peu aussi de la manière dont Artprice incorporait, utilisait aussi l'art digital dans ses publications, dans ses voilà, donc on voit que vous êtes quand même attentif sur tout ce qui se passe dans ce monde-là. Mais on va revenir déjà un an après, donc t'avoir reçu un peu plus d'un an. Où en est-on du marché de l'art en général? De mémoire, tu disais que le marché s'était un peu rétracté l'année dernière. Ouais. C'était même transformé ou restructuré, on va dire. Revenez peut-être même à des fondamentaux. Est-ce que ça s'est poursuivi sur cette lancée-là? Ouais, encore plus. De toute façon, ce que nous on voit, c'est vraiment à deux temps, c'est-à-dire qu'après la Covid, dans la foulée du Covid, il y a eu vraiment une grosse excitation. Donc 2021, 2022, des énormes ventes et puis on peut revenir, mais les NFT, c'est vraiment, ça fait partie de cet enthousiasme-là, c'est-à-dire des nouveaux artistes qui sortent un peu de nulle part. On a l'impression de nulle part, du point de vue du marché et surtout du marché secondaire, on a l'impression qu'ils sortent de nulle part, avec des énormes projets et derrière des collectionneurs qui suivent. Et puis après, on a eu, c'est vrai que depuis 2023, 2024, 2025, ça a été un petit peu la retombée. Je pense que de toute façon, ça c'est quand les prix montent trop vite. C'est vraiment ce qu'essaient d'éviter quand même les galeries qui sont au plus près des artistes. C'est quand les prix montent trop vite. Et ici, pour trop de choses, c'est monté trop vite. Donc voilà, il y a des gens qui se retrouvent avec des œuvres on se demande un peu ce que c'est, des choses qui sont un peu moins liquides. Enfin voilà, il y a beaucoup d'argent qui a été mis. Donc depuis 3 ans, ça a été un petit peu de plus en plus calme. On pourra revenir parce que le marché de l'art, c'est quand même un petit peu complexe. Il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de gammes de prix, il y a beaucoup de différents types d'œuvres. Mais de façon générale, en tout cas sur le marché haut de gamme, c'est ce qu'on a remarqué. C'est un peu celui qui donne le rythme sur le marché en général. Et puis cette année, début d'année, déjà fin d'année dernière, ça a été un petit peu mieux, surtout aux États-Unis. Et puis cette année, ça va beaucoup mieux. Alors il y a quand même un petit peu cette histoire de combo gagnant avec des pièces historiques par des collectionneurs un peu phares.
On pourra revenir dessus parce que c'est marrant, parce que c'est pas nécessairement des directeurs d'institutions et tout comme avant, hein. Ça peut être des Joe Lewis que des gens n'ont jamais trop entendu parler, qui est un milliardaire anglais. Mais voilà, ça fait partie, avoir des pièces qui font partie d'une collection, on peut un petit peu plus les tracer, et puis elles arrivent en groupe. C'est vrai que c'est ça qui plaît pour l'instant au marché. Et dernière chose, c'est que voilà, il y a un petit peu, on se ressort un petit peu du marché contemporain et hyper contemporain qu'on avait vu en 2021 pour aller sur des choses un peu plus connues de l'après-guerre, ou voire un peu plus anciens encore. La collection Lewis, c'est quand même assez intéressant de se dire qu'un milliardaire et sa fille n'ont pas collectionné Jeff Koons et tout, mais il y a plutôt des caillebottes et des choses un peu plus anciennes. Donc voilà, il y a cette espèce de retour d'une certaine manière à des signatures plus historiques. Donc en fait, c'est un peu, enfin déjà là, juste un peu, alors pour se remettre, hein, enfin je vous invite évidemment à aller sur ArtPrice pour remettre un peu dans le contexte aussi. C'est sur enfin on va revenir évidemment juste résumer, mais c'est vrai que c'est une mine d'or sur pas mal de sujets ArtPrice justement. Et est-ce que ça veut dire, en fait, enfin, c'est un peu comme dans tous les marchés, quoi. Ça veut dire que quand les volumes réduisent, quand le marché est un peu plus risqué, on va dire un peu plus en crise, on revient sur des formes de fondamentaux ou de classiques, c'est ça? Ouais. De toute façon, c'est un espèce d'équilibre. Et puis, moi, en fait, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on parle du marché ultra haut de gamme, qui est un peu celui que tout le monde va regarder. Et donc, tout le monde, il y a trop d'enjeux. C'est pour ça qu'on a vu des ventes maintenant qui sont garanties par les grandes maisons de vente, parce qu'en fait, il y a trop d'enjeux et on peut plus se permettre d'avoir une pièce sur trois qui on n'atteint pas le prix escompté. Donc voilà, ici, c'est quand même un marché qui est un petit peu frileux dans le sens où tout le reste du marché est en train de le regarder. Et donc, effectivement, ça va être une sorte de discussion entre les maisons de vente et les collectionneurs, de savoir quelles œuvres sont là, ont là toutes les chances de réussir. Mais une fois de plus, c'est vraiment la partie, on va dire, la plus visible du marché. Mais en vrai, c'est un peu celle aussi qui va générer beaucoup de valeur. C'est un peu ça qui est ennuyant avec le marché, même à Paris, hein, là j'ai fait une étude, il est vraiment divisé en termes de volume, de chiffre d'affaires généré. Il y a les œuvres en dessous de 100 000 euros, les œuvres entre 100 000 et 1 million, et les œuvres au-dessus d'1 million. Et ces trois segments, ils font à peu près le même poids, quasiment le même poids aujourd'hui. Et vous voyez, toutes les œuvres qui passent à moins de 100 000 euros, qui est vraiment l'énorme partie du marché, 98% des œuvres, voilà, ne font qu'un tiers en termes de volume. C'est pour ça qu'il y a vraiment tant d'attention qui sont mises aux œuvres les plus onéreuses. C'est aussi ces différents types de marchés où il ne va quasiment pas y avoir d'invendus pour les très belles œuvres. Comme je vous disais, il y a tous des mécanismes qui ont été mis en place avec des garanties et tout ça pour vraiment stabiliser cette partie du marché, que la partie plus basse. Alors, c'est une particularité, on n'est pas trop revenu dessus, mais nous, ArtPrice, on regarde que les ventes aux enchères publiques. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas ce système de négociation avec... À la limite, même, on peut en profiter pour remettre un peu dans le contexte, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas suivi déjà le métier d'ArtPrice. Juste remettre dans le contexte, de redire ce qu'est ArtPrice, éventuellement Art Market, pour se remettre un peu dans le contexte et parler en effet de l'analyse des prix que vous faites aujourd'hui. Ouais, donc ArtPrice, c'est quand même une entreprise qui a une trentaine d'années et qui est née à un moment où il n'y avait que des livres de cotes, et pour avoir un petit peu près une idée de combien une œuvre pouvait valoir, mais pas ne serait-ce qu'à ça, ne serait-ce aussi que qu'est-ce qui passe en vente, comment est-ce que je peux suivre, comment est-ce que je peux avoir aussi une approche historique du marché. Voilà, on s'est dit, il n'y a que des livres de cotes. C'est très compliqué, il faut envoyer des gens dans des salles de vente qui annotent les résultats, et puis après il faut longtemps pour avoir accès à ça, parce qu'il faut publier un livre, il n'y a que les gens, je veux dire, très très investis dans le marché qui l'ont, et c'est à l'époque de la naissance d'Internet, et notre CEO Thierry Herman s'est dit, je vais offrir quelque chose de beaucoup plus direct et de beaucoup plus abordable aussi. Et donc voilà, au départ il y a eu des CD-ROM, et puis après il y a eu
des résultats quasiment quotidiens sur le site internet. Et donc l'idée, c'est que la partie vraiment transparente du marché, c'est-à-dire la partie des ventes aux enchères publiques, donc qui est, si on en croit des gens qui essaient d'estimer cette partie du marché comme UBS, le rapport UBS, c'est à peu près un tiers du marché, mais c'est celui qui est vraiment, normalement, ça va dépendre après de chaque pays, mais qui est à peu près garanti par l'État. Donc il y a un système d'encadrement des enchères. On ne peut pas vendre à ses amis, on ne peut pas enchérir sur son propre lot. Enfin, voilà, il y a vraiment des règles. Les informations qui sont publiées sont aussi garanties par la maison de vente pendant 10 ans en France. Ça peut dépendre d'un pays à l'autre, mais voilà le contexte. En tout cas, c'est à peu près un tiers aujourd'hui du marché qui passe par ce canal de vente, qui est le marché secondaire, c'est-à-dire les œuvres sont généralement déjà passées par une galerie, et dans un deuxième temps, quand le collectionneur veut la remettre en circulation, il peut soit passer par un marchand, soit passer par les enchères, et les enchères, c'est vrai que ça a l'avantage d'avoir sky is the limit. Ça fait un petit peu rêver. Il y a un système de plancher, c'est un prix de réserve qui est un peu en deçà de l'estimation basse en général. Donc voilà, c'est un marché quand même qui fait assez rêver, puisque voilà, on peut monter autant qu'on veut, et il y a quand même un système pour ne pas faire s'écrouler les prix. Donc nous, on est vraiment sur ce marché-là, sur cette partie, sur ce tiers du marché. Dis-moi, Rémi. Non, mais déjà, il y a un mot hyper intéressant que tu as employé, c'est transparence. Et j'imagine qu'en fait, la volonté de Thierry Hermann, quand il a lancé Art Price, c'était justement pour rendre un marché qui était peut-être opaque, le rendre plus transparent et plus ouais. sain. Il y a un problème avec cette histoire de transparence et d'opacité, c'est qu'on a l'impression que c'est dans quelque chose de mal. En fait, nous, on parle plutôt normalement d'asymétrie d'information, c'est-à-dire il y a les gens qui ont le temps de suivre toutes les ventes, qui ont le temps d'en discuter et tout ça. Il y a les professionnels, et puis après, il y a tout le reste qui s'intéresse, mais qui n'a pas nécessairement les codes. Et en fait, quand vous voulez avoir une négociation de prix, vous êtes obligé d'avoir quand même des arguments. Surtout qu'on parle d'art, où on peut facilement avoir 1 ou 2 zéros en plus qui apparaissent d'un coup. L'idée, c'est de savoir, et c'est pas ne serait-ce que quelle dernière vente s'est faite, c'est de comprendre un petit peu tous les mécanismes, de comprendre pourquoi est-ce qu'une institution peut avoir un effet important quand ils acquièrent une œuvre ou beaucoup d'œuvres d'un artiste, ce genre de choses qu'on essaie un petit peu d'expliquer. Donc le marché de l'art, ça reste un marché relativement volatile, hein. On peut passer de plus de 50% assez facilement, mais il y a quand même des raisonnements derrière qui sont importants et qu'on essaye de décoder. Mais en fait, il y a un truc qui m'a aussi interpellé dans ce que tu viens de dire, c'est que, alors, en fait, moi, je me suis dit, en fait, dans le monde de l'art digital et surtout des NFT, mais on a la transparence, puisque tout, c'est le principe même de la blockchain. Par contre, on n'a pas les règles qui existent aujourd'hui dans le marché de l'art. C'est-à-dire, on peut revendre à ses amis, on peut surenchérir sur son propre lot, etc. Et je me dis, peut-être qu'en fait, le problème dans notre monde, c'est justement qu'il manque ces règles, en fait. Voilà. Et j'aime bien parce que je sens que John a envie d'intervenir. Après, ça fait vraiment partie du marché de l'art, on va dire, historique, hein, de revendre à ses amis. Je veux dire, c'est même... On peut le voir de la plus belle des façons. Quand vous voyez les plus belles provenances, c'est acheter directement à l'artiste, donner à son enfant, redonner Bien sûr. à moi, un ami. je pense que c'est un problème plus complexe. Enfin, on compare deux choses qui sont différentes, tu vois. Et puis, mais bon, enfin, moi, je pense qu'au contraire, justement, tu as ce côté, justement, enfin, pour moi, c'est un peu presque la prolongation de ce que vous faites, d'ailleurs, la blockchain. Tu as ce côté, voilà, justement, symétrie d'information, provenance, justement, hein, des histoires qui peuvent se faire. Moi, j'ai des copains qui font des collections de NFT qui sont justement des collections uniquement des mains de l'artiste. Donc, ça passe du wallet de l'artiste à leur wallet. Tu peux demain te dire, tiens, je veux uniquement des pièces qui ont appartenu à telle personne. Enfin, tu peux vraiment jouer encore un peu plus sur ce côté provenance, au-delà de l'aspect prix, évidemment, qui peut être trafiqué, qui peut être manipulé, mais qu'elle mérite d'être publique et online, quoi. Ouais. Et donc, juste, enfin,
Alors, pour avancer un peu sur le côté marché, donc on comprend ces éléments de marché, donc un retour un peu, un retour sur ces pièces d'après-guerre, enfin, et finalement de collections privées avec finalement des nouveaux profils, un peu des têtes qui n'étaient pas vraiment dans le paysage qui apparaissent, quoi, c'est ça? Des nouvelles têtes, Ok. tu veux dire de collectionneurs ou de... Oui, de collectionneurs, oui. Alors, malheureusement, les enchères sont anonymes, hein. Et ce qui est assez étonnant, c'est que normalement, c'est les deux côtés de la vente qui sont anonymes. Et aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a de plus en plus une envie de dévoiler l'identité du vendeur. Avant, on le faisait quand c'était des ateliers d'artistes. Et puis de temps en temps, le New York Times essaie de savoir qui a vendu une grosse pièce. Et aujourd'hui, c'est mis en avant par les maisons de vente. C'est Donc, marketing. et voilà, c'est ce côté marketing à fond, c'est un côté rassurant, c'est un côté on peut un peu plus comprendre. Parce que même si voilà, la collection Lewis, par exemple, c'est un peu étonnant parce que c'est un milliardaire et sa fille, le type, il est dans les clubs de foot et tout ça. Enfin, on ne comprend pas très bien. Enfin, en tout cas, c'est pas une sommité dans le monde de l'art, mais c'est rassurant. C'est rassurant d'avoir ce type qui a gardé pendant 30 ans un caillebotte. Qui a fait cette collection avec sa fille, qui s'est dit que ça irait bien avec des choses plus tardives. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, de voir ressortir des clims, des choses, on va dire, assez anciennes qui, en plus, de toute façon, c'est toujours la même histoire, hein, c'est que c'est mettre du super contemporain avec de l'ancien, il y a un côté super chic et super bon goût. Et c'est pas toujours de mélanger les œuvres d'art. Ici, ça peut être voilà, de dire que le propriétaire de Tottenham Hotspur a aussi une collection de 19e, c'est quand même c'est assez étonnant. Et c'est le même truc avec Jeff Koons, hein. Il disait qu'il collectionnait des courbets. Il y a un côté étrange, étonnant, inattendu, et qui est de bon goût, parce qu'en fait, les deux se soutiennent. Ouais, c'est intéressant. Et alors, donc là, donc, du coup, ça redonne un peu de couleur. Ça redonne un peu de couleur, même si, enfin, juste pour avoir c'est quoi votre indice un peu? Enfin, vous avez un peu une sorte d'indice qui vous donne un peu la température du marché, quelque chose comme ça? Bon, alors, on a plusieurs indices, c'est un peu compliqué parce que le marché de l'art, il est vraiment trop hétérogène. Maintenant, on a fait un général qui est assez flat depuis une dizaine d'années maintenant. À la fois parce qu'il y a de plus en plus d'œuvres, c'est compliqué. C'est pas qu'il y ait une dilution du prix, c'est surtout que les estampes et tout ça aujourd'hui prennent une trop grosse partie du marché. On ne veut pas trop pondérer en disant qu'elles ont moins de valeur. Donc voilà, elles sont trop nombreuses et elles diluent un petit peu le marché dans ce sens-là. Et si on se concentre sur, on a un truc qui s'appelle l'art pricing, on se concentre sur les 100 signatures les plus lourdes, les artistes blue chips, on va avoir. Et c'est pas qu'en termes de prix, il n'y a pas que des Klimt ou des Léonard de Vinci parce qu'ils ont fait une fois un résultat, il faut quand même qu'il y ait suffisamment de résultats. Mais voilà, ici, là, c'est vrai qu'on voit qu'il prend maintenant entre cet indice-là, entre 4 et 8% par an depuis 3-4 ans. Donc voilà, c'est relativement stable. Mais enfin, c'est relativement sérieux parce qu'on a l'impression que ça va pas très bien, mais même en période un petit peu de crise, ça reste quand même des prix qui évoluent raisonnablement et doucement. Ce qu'il y a, c'est qu'en sous-jacent de tout ça, il y a quand même des frais assez importants. Donc, se dire qu'en un an, on peut faire des petits profits, c'est pas trop encore l'idée sur le marché de l'art, même s'il y a de plus en plus aujourd'hui de nouvelles startups qui essaient un petit peu d'avoir des produits beaucoup plus liquides. Mais voilà, une œuvre d'art, ça reste quand même quelque chose, il faut quand même prendre du temps, ne serait-ce que pour réduire encore cette asymétrie d'information, comprendre ce qu'on va acheter, tout ça, se préparer, et puis après attendre la bonne pièce, et puis après amortir les frais de transaction qui sont de l'ordre de 30 et 50% encore, et puis après il va y avoir des frais de stockage, des frais d'assurance et tout ça. Ça reste quand même un marché assez lourd. Donc voilà, mais qui peuvent être un bon investissement sur le long terme, à plus de 10 ans. Mais alors, Bien sûr. du coup, ouais, juste pour rentrer quand même dans des chiffres, alors, ok, on s'intéresse enfin, Artprice ne s'occupe que des ventes aux enchères publiques. Du coup, ce marché-là, ça représente combien en termes de chiffres?
Ben là, par exemple, pour le premier semestre, on est à peu près à 7 milliards. Donc, on va terminer l'année entre, oui, vers 15 milliards de dollars. C'est pas un énorme marché, hein. Et ça représente combien de pourcents du marché de l'art global? Ben, en termes de chiffre d'affaires, si on prend les estimations d'UBS et tout ça, c'est à peu près un tiers. Ok. Mais en termes de volume, c'est trop compliqué à dire parce que Ah ben ouais. pour le coup, il y a vraiment, on ne peut plus faire d'approximation, il y a vraiment trop d'œuvres Bien qui sûr. passent à travers. Mais oui, on Alors, est à peu près sur un tiers du marché en termes de valeur. très bien. Et donc, enfin, juste pour quand même pour finir sur un peu parce qu'on va avancer aussi sur le digital. On a eu un peu, enfin, on a depuis, on va dire là, justement un peu le post-Covid, on va dire depuis 2023, le côté crise du monde de l'art qui était un peu, enfin, beaucoup de gens dans l'art disent, voilà, Ouais. les volumes ont baissé, il y a une certaine crise qui a touché beaucoup de galeries, beaucoup d'acteurs. De ton point de vue, on en est où sur cette crise du monde de l'art, justement? Ben, on trouve des solutions et je pense que les gens voient un petit peu moins grand aussi, hein. Comme tu dis, la crise de l'art, ça passe aussi par ben voilà, le fait que ce soit un peu moins fast, les événements et tout ça sont un petit peu moins champagneux. La champagne, c'est la base quand même. Normalement, c'est la base. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur des choses un peu plus raisonnables. On est un peu plus attentif à ce qu'on va présenter. Voilà, les projets sont un Oui, peu en fait, c'est moins ça. Ça veut dire bretons. que là, on lance pas n'importe quoi, n'importe comment. Il faut Ouais, le bon artiste, la bonne maison, le bon vendeur, le bon plan de ouais. com pour organiser une vente, quoi. Et puis l'idée, c'est aussi que je pense qu'on se rend de plus en plus compte, tous les acteurs du marché de l'art, qu'il vaut mieux faire 50 ventes à 100 000 euros que d'en faire une ou deux à 1 million, qui fait vraiment les grosses lignes et les gros titres dans les journaux, mais qui est difficile à répéter, qui a une espèce de... voilà, je refaisais un petit peu le tour des espèces de comètes en 2021, mais c'est vrai qu'on se demande où sont Pâques, par exemple, et des choses comme ça. Alors c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de galerie et tout ça derrière. Mais voilà, c'est un peu des choses qu'on voit moins. On se dit aujourd'hui, une maison de vente, refaire un coup marketing comme ça, un one shot, mettre en place une plateforme et tout ça, sachant qu'en plus ils sont tellement revenus que même Sotheby's et tout ça, ils ont progressivement reconcentré leur vente digitale voilà, sur New York, et puis ils les ont remélangés à d'autres ventes. Mais voilà, on n'est plus sur de créer des espèces d'événements one shot, on est plus sur une construction plus raisonnable et à long terme. Un peu plus traditionnel, oui, c'est ça. Enfin, Ouais. le core business, on va dire. En fait, je pense qu'on a vraiment passé un cap du point de vue marketing. Maintenant, le marketing, aujourd'hui, c'est vraiment une énorme partie. On voit encore les New York Sales qui passent par Paris, qui font encore un petit tour du monde pour montrer tous les baskets, tout ça. Enfin, il y a vraiment maintenant cette envie de faire du marketing, de faire des vidéos, de faire des choses comme ça qui n'existaient pas avant. Mais voilà, ces plateformes one shot et tout, on est quand même un petit peu revenu sur ces dépenses pharaoniques. D'accord. Et donc, du Alors, coup, bah, on parlait de Pâques, du coup, pour parler justement sur le digital. Alors, Ouais. c'est vrai que quand on t'avait reçu déjà la dernière fois, alors, il y avait une information alors, bon, tu parlais évidemment du fait que le digital euh, représentait une part enfin une minuscule part évidemment des ventes d'art, sachant que vous vous focalisez sur les ventes d'art public aux enchères. du coup, il n'y en a pas. Là, maintenant, Il y en a eu zéro, là, j'imagine. NFT, il y en a eu zéro. Ouais. c'est devenu zéro, c'est ça, ouais, exactement. Ouais. Ok. Très bien. Oui, c'est Mais ça. ça, c'est quand même un petit peu étonnant parce que, en fait, c'est l'idée de faire un catalogue, et je pense que c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure avec cette histoire de faire venir les œuvres en groupe. C'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il doit y avoir des œuvres qui ont envie de bouger, mais
probablement qu'elles ne sont pas assez nombreuses, qu'elles ne forment pas un catalogue, enfin, si on peut reprendre un mot un peu ancien, voilà, un tout qui puisse faire, avoir suffisamment de choses à dire que pour faire du marketing autour et tout ça. Donc on attend probablement une très belle collection ou quelque chose. Et puis après, il faut attendre un petit peu. C'est vrai qu'aujourd'hui, même le mot NFT, on attend un petit peu d'avoir... je vous écoute un peu de temps en temps, mais on cherche encore le vocabulaire pour essayer de redorer un petit peu tout ça. Mais Bien sûr. voilà, il y a toutes ces questions. Et on n'est pas pressé, une fois de plus, normalement, surtout sur le second marché, on n'est pas pressé, on n'est pas à quelques années près. Bien sûr. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que même Sotheby's c'était un moment. Bon, là, on se souvient, on avait dit déjà, je crois que l'année dernière, Christie's a coupé son unité dédiée aux ventes d'art numérique. Je pense que quand on s'était vu l'année dernière, c'était déjà fait, si je ne me trompe pas. Sotheby's, en effet, a recentré sur New York et maintenant a plus arrêté ses projets de plateforme. Et c'est vrai que même cette vente, par exemple, il y avait une vente un peu annuelle, natively digital de Sotheby's, justement. Où il y avait une curation particulière. Ça n'a pas été fait depuis un petit moment. Oui, en effet, il n'y a plus cette volonté. Il y a aussi Mais ça peut revenir, hein, parce que c'est ce qu'on voyait à un moment, rien à voir, mais les ventes d'Amérique latine, ils avaient arrêté, Christie's et Sotheby's, de faire des catalogues dédiés. Et aujourd'hui, on voit que ça revient et ça forme une magnifique partie du marché. On pensait, voilà. Il y a aussi des moments enfin, vous en parliez suffisamment, mais de temps en temps, de décloisonner quelque chose pour lui redonner de la valeur, quitte à le recloisonner après, parce que voilà, ça a suffisamment d'importance à nouveau. D'accord. Oui, donc ça ne veut pas dire que c'est mort. En effet, ça veut dire qu'ils le suivent. Il y a toujours des gens qui travaillent plus ou moins dessus, qui regardent ce qui se passe pour pouvoir les ressortir au moment T. Oui. Et le problème aussi, c'est de savoir comment estimer cette valeur et puis de négocier ça avec les collectionneurs. C'est vrai qu'il y a le fait de le mettre aux enchères. Si le marché n'est pas réceptif, ça va être compliqué. On risque de voir son œuvre bradée. Et ça reste une collection d'art. Ça reste des gens qui sont très attachés à leurs pièces. Bien sûr. Et d'où ça vient. Et les gens y croient encore, même si... voilà, le mot NFT, les gens essaient de trouver autre chose, mais le mot existe toujours, la blockchain existe toujours, et voilà, on attend un petit peu. Voilà. Et pour rebondir dessus, nous, on continue d'y croire d'une certaine manière, on continue de faire, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Rémi, nos couvertures avec des artistes digitaux, et quand on peut, on acquiert le NFT, parce que nous, on n'a pas besoin d'une œuvre physique, et l'œuvre physique n'existe en général pas, mais on a envie de garder un lien avec ces artistes, on a envie de les rémunérer. Donc, pour nous, le NFT, en fait, à des prix raisonnables, ça reste quand même quelque chose d'assez pertinent. C'est ce que vous aviez fait avec Nice and Teased, de mémoire ? Ouais. On l'a refait avec Léo Caillard cette année. Ah, ok, d'accord. Pour le rapport à price, c'est ça ? Ouais, pour nos rapports, et voilà, on a fait Nice and Teased. On a fait aussi Otherworld, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Ah ouais, bien sûr. Un artiste américain, d'origine arménienne, je pense. Voilà, et nous, chaque fois, ça nous fait quand même des superbes couvertures. Voilà, ça les cite, on a un lien. Enfin, il y a quand même une sorte de chose qui est très adaptée. Qui est très adaptée à ce qu'on fait. Et qu'on apprécie. Donc, on essaie de continuer ça. Peut-être que ça peut évoluer plus tard, mais en tout cas, nous, ça nous permet d'avoir un lien, de pouvoir référencer, de pouvoir renvoyer vers... voilà, ici, c'est avec Otherworld. Et c'est chouette, hein, je veux dire, c'est assez simple et c'est assez direct. Celui-là, on l'avait mis... et voilà, on les met dans les foires et tout ça. On fait quand même quelques impressions. Ça reste. Donc le but, c'est quand même que ce soit une publication gratuite que tout le monde peut y accéder en ligne. C'est ce que j'étais en train de regarder. Ouais. Sur le site Artprice, vous pouvez télécharger le rapport. Là, c'est 2025. Donc, ouais. Et c'est pour ça que il y a encore plein de choses à faire. Cette année, Léo Caillard, c'est vrai que c'était une sculpture en 3 dimensions. Voilà, on a les vidéos, les choses comme ça qu'on peut utiliser. Il y a quand même une sorte
liberté avec tout ça qui est assez intéressante. On y va doucement pour pas brusquer tout ça. Chaque année, on essaie d'avoir des artistes un peu plus importants. On essaie de passer également par des plateformes fellowship et tout ça pour Nice Scientist, parce que c'est des gens qu'on pense qui sont assez importants aussi dans voilà, des intermédiaires qui ont vraiment un rôle à jouer. Mais voilà, donc on y croit encore. On pense que le NFT, effectivement, les prix sont compliqués. Comme tu disais, il y a pas mal de problèmes par rapport aux règles de ce marché. C'est Rémi qui disait ça. Enfin, en tout cas, de questions. Mais quand c'est directement en lien avec l'artiste et que voilà, ce qu'on veut créer, en fait, c'est une connexion, ça reste intéressant. Génial, c'est intéressant de voir comment vous suivez ça, ces artistes numériques. Question comme ça, est-ce que tu as vu les rapports UBS, justement? Oui, John. Ouais, en fait, j'ai un écho à nouveau chez toi, Jean. Ah mince, je vais en mettre encore moins fort. Désolé, non, mais autrement, on va se mute comme ça, hop. Voilà, donc juste, tu sais, là, à l'occasion, là, tu as quand même... alors, d'un côté, on a certaines maisons, les maisons, on va dire, sont un peu retirées pour l'instant de l'art numérique. Et à contrario, les foires, et notamment, on a eu Paris Photo depuis 3 ans, mais là, on a Art Basel surtout, qui a mis quand même un gros coup de projecteur sur l'art numérique et les NFT. Avec les 3 dernières éditions, donc Miami, Hong Kong et Bâle, donc il y a 3 semaines. Et justement, un rapport, de la documentation, un peu des études UBS, justement, sur l'art numérique qui sont sorties à cette occasion. Je ne sais pas si je voulais un petit peu avoir un peu, toi, ton regard un peu critique ou pas, justement, là-dessus. Moi, c'est pas moi qui l'ai écrit, donc je sais pas. C'est vrai qu'ils n'ont pas les mêmes méthodologies que nous et qu'ils poursuivent pas nécessairement les mêmes objectifs. Nous, c'est vraiment sur le long terme de pas avoir d'angle. Voilà, malheureusement, si aujourd'hui l'art digital est caché et fait moins de 0,1%, ben voilà, on le dit, mais on va pas chercher un angle qui pourrait montrer quelque chose qui est sous-jacent, qui est endormi. On essaie d'être très factuel. Mais de toute façon, c'est vrai que c'est ça qu'il faut aujourd'hui à l'art digital, c'est-à-dire avoir des gens qui sont même dans les moments un petit peu de retombée, qui sont capables de décrire l'art, d'expliquer les mécanismes derrière, de continuer à expliquer les recherches, parce qu'effectivement, malheureusement, les NFT aussi, c'est que l'utilisation ou le rapport qu'on pouvait avoir à l'œuvre, en fait, tout ce qu'on nous vendait, il a pas vraiment fonctionné, voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que les œuvres qu'on voit et qui sont vendues, c'est des vraies œuvres, vraiment avec un grand déploiement C'est ça aussi, les grandes foires, ce qu'elles font, c'est déployer les œuvres dans des beaux espaces et de leur donner vraiment ce qu'elles n'avaient pas nécessairement. Et c'était déjà le cas avec Miami, à Basel Miami pour les NFT. Ici, aujourd'hui, c'est vrai que Basel, c'était différent. Mais d'ailleurs, ça me fait rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je pense qu'un des problèmes du marché des NFT, c'est qu'il n'y avait pas ce suivi. C'est-à-dire qu'un artiste avec une galerie, aujourd'hui, il y a différents types de galeries à différents âges, mais c'est de trouver un artiste et de l'accompagner, de vouloir collaborer sur le long terme avec un artiste et de ne pas croire en une seule série, mais voilà, d'être capable s'il y a des années de recherche et tout ça, de l'accompagner. Donc, et il faut, alors c'est pas notre rôle, nous, ArtPrice, de montrer ces choses latentes, mais si d'autres gens sont capables de le faire, nous, on est hyper content de voir ça, et ça va nous permettre après nous d'expliquer pourquoi est-ce que voilà, des Gérard et tout ça, ça vaut quand même des prix assez colossaux, et pourquoi les prix étaient cachés, pourquoi est-ce que donc voilà. Mais il n'y a pas qu'une histoire de prix, voilà. Il y a une histoire d'histoire de l'art et de réception et de narratif derrière qui est très très important et sur lequel nous on ne joue pas, mais qui est fondamental dans le fait d'expliquer
au final les prix. Moi, j'avais une question. Alors, enfin, on voit que tu t'intéresses quand même, que tu connais bien ce secteur de l'art digital, etc. Hors ArtPrice, puisque c'est pas votre cadre, mais est-ce que toi, tu as quand même essayé de chercher à voir combien représentait finalement ce marché enfin, j'imagine que ça doit être très dur de. En vrai, j'ai laissé tomber. Ah ouais. Ok. T'as En fait, essayé quand même. Ouais, mais il y a plein de questions, moi, qui m'intéressent, ne serait-ce que, par exemple, savoir la production d'un artiste et des choses comme ça. En fait, il y a plein de choses où il n'y a pas assez de sources, il n'y a pas assez. Alors, Moi, tu as un j'espère. site quand même qui est pas mal, Raster, je sais pas si tu Ouais, connais. ouais. Non, non, Franchement, oui. Non, mais je parle pour l'art ancien, savoir ah oui. effectivement combien est-ce qu'il y a de peintures de Basquiat et combien est-ce qu'il y a de ça pour savoir en fait c'est quoi la circulation, c'est quoi le turnover. Parce que voilà, Basquiat, ça nous intéresse parce que les prix sont aujourd'hui stratosphériques. Il y a un nouvel article du New York Times qui revient un petit peu sur les problèmes, enfin en tout cas la grosse descente qu'il y a eu dans les années 90 et aujourd'hui ça revient, mais aujourd'hui en tout cas le constat c'est que les grands musées, même le MoMA et tout, ils n'ont pas pu acheter parce que quand ils ont voulu acheter c'était déjà beaucoup trop cher. Donc, bien heureusement, ils ont des systèmes de donation et tout ça qui va leur permettre un jour d'en récupérer. Mais aujourd'hui, en tout cas, les directeurs, ils sont forcés de dire que voilà, ça dépasse leur budget. Mais c'est intéressant, ok, ça dépasse votre budget. Il y a un système quand même de rachat. Hein. D'ailleurs, il y a un article de la semaine dernière du New York Times qui explique un petit peu ça, avec comment les Broad et tout ça ont racheté massivement des œuvres. Mais moi, la question qui m'intéresse, c'est aussi de savoir il y a à peu près combien d'œuvres. Mais voilà, ça reste de l'art, ça reste de savoir ce qui était des œuvres, ce qui n'était pas des œuvres peut-être à une époque, Basquiat qui peint sur les portes de ses amis et tout ça. Aujourd'hui, c'est des giga-œuvres. Voilà, tout ça est quand même intéressant. Je pense que personne n'a envie nécessairement de donner des chiffres et voilà, de vouloir refermer un marché. Mais nous, on trouve ça quand même intéressant de se poser la question sur quelle partie du marché circule, comment est-ce que ça évolue, justement toutes ces questions d'œuvres qui progressivement sont considérées comme telles. Tout ça, c'est des questions que ça intéresse. Mais pour raccrocher à ta question, voilà, moi, il y a plein de questions d'un point de vue académique qui m'intéresse et d'écrire dessus. Mais voilà. Et donc, toute cette partie digitale, j'avoue que je suis ce qui se passe d'un point de vue créatif et d'un point de vue marché de ce qui passe. Mais savoir combien Justement, par rapport à ta connaissance du marché, est-ce que tu vois des artistes où tu dis, ben, en fait, c'est des marchés qui pourraient, des artistes qui pourraient tout à fait j'allais dire exploser, mais pas exploser, mais convenir à l'instant T, à un certain type de collectionneur dans le monde digital, en fait. Bah oui. Après, ça, c'est le travail d'Art Advisors. Et nous, on essaye de ne pas le faire à Price pour que chacun ait sa place et que nous, voilà, on est des tiers qui restons. Mais effectivement, qu'on en discute et surtout avec des artistes, d'ailleurs ceux avec qui on a fait des couvertures, c'est toujours intéressant, surtout à des moments où, bon, alors il y a différents profils dans les gens avec qui on a collaboré, mais et puis il y en a qui font aussi du physique, comme Léo Caillard, où il va y avoir d'autres. Enfin, lui, il a beaucoup de pistes, mais effectivement, il y a cette question aussi, surtout quand il n'y a pas de galerie, de savoir comment est-ce qu'on peut toucher les collectionneurs, comment est-ce qu'on peut vous toucher vous et tout ça. Et des fois, on a quand même l'impression qu'il y a trop peu de place dans cet écosystème. Mais voilà, que tout le monde va parler de ce qui s'est passé à Art Basel et tout ça, et tant mieux pour les artistes qui ont brillé, mais derrière, il y a toute une génération, même plusieurs générations, qui sont en train de se dire, en fait, on revient sur des bases, on recommence à avoir bonne presse, comment est-ce que maintenant on en profite, sachant que quand même... le côté maison de vente, bon, heureusement j'ai envie de dire, parce que normalement c'est du second marché, ils se sont un petit peu immiscés dedans et c'était un peu étonnant, mais voilà, leur a un peu fermé. Les galeries,
c'est quand même encore un peu particulier. On voit que Pace essaie encore un petit peu, mais voilà, les grandes galeries, elles ont un petit peu arrêté. Comment est-ce qu'on se retrouve? Et c'est vrai que ça, c'est des discussions avec eux, et c'est plutôt, ça reste un marché de niche pour ça, hein, parce que voilà, il y a ces quelques foires. Art Basel Paris, moi j'ai cru comprendre qu'ils n'allaient pas le faire, ils n'allaient pas faire de choses digitales. Art Paris, ben voilà, si on prend les deux grandes foires françaises, il y a ça. Mais il y a place aujourd'hui pour qu'on crée une foire en écho à ces moments-là, mais je ne sais pas qui pourrait le faire et qui a envie de le faire. John, t'es chaud? Non, oui, complètement. Non, mais c'est. Alors, c'est un bon résumé. C'est un peu d'ailleurs. Enfin, nous, ça fait par exemple. Enfin, le phénomène que tu décris dans l'art en général se reproduit aussi dans l'art numérique. Ça veut dire qu'en fait, tu as un effet de concentration qu'on décrit dans le morning depuis, j'ai envie de dire, presque 1 an et demi. En effet, tu as une liste, j'ai envie de dire, une liste de 100 artistes. Tu as une liste de 100 artistes qui vont aller à Art Basel. Qui vont faire partie de la curation, qui vont faire partie des ventes, qui vont fonctionner. Et en effet, c'est plutôt, t'as une concentration qui se fait sur des valeurs sûres au niveau des artistes, sur des valeurs sûres au niveau des galeries. Ça veut dire que pareil, tu as j'ai envie de dire une vingtaine de galeries dans le monde, enfin galeries et ou plateformes d'ailleurs dans le monde numérique qui voilà, et donc ça va être un peu la même chose, tel artiste, plus telle galerie, plus tel plan marketing, plus plan de promotion auprès des collectionneurs qui vont faire des momentum qui font que ça te génère, voilà, ça te génère une vente, quoi, si tu veux. Et donc on a ce côté-là et ce côté-là, et en fait là, c'est vrai qu'il y a un moment intéressant parce qu'il y a un peu de confiance qui revient. Et cette confiance permet quand même, ouvre la porte à... Il y a une porte qui est ouverte pour d'autres choses. Il y a une porte qui est ouverte pour d'autres choses. Il y a une porte qui est ouverte. Et je pense que du coup, on va voir quand même... on va voir d'un côté, comme tu disais, des John Gerrard. Voilà, ça fait 15 ans qu'ils sont là. Bon, voilà, juste pour info, d'ailleurs, si vous n'avez pas suivi, il y a une vente... Enfin, ils ont annoncé une vente d'1,5 million hier du triptyque qui était à Basel, donc il y a un upgrade par rapport au... Enfin, voilà, il y avait un premier chiffre qui avait été annoncé, donc là on est à 1,5 million. Et d'un autre côté, ouais, là je pense qu'on est à un moment où ça donne quand même envie, enfin moi je vois quand même, là depuis par exemple quelques semaines, je vois des artistes moins, on va dire, top tier, pour faire simple, c'est un peu comme ça qu'ils sont qualifiés là, qui arrivent à quand même se débrouiller, à faire des petites ventes. Je vois dans ma timeline des gens qui sont plus, voilà, même, enfin d'ailleurs, qui sont moins dans le Gotha des artistes et qui arrivent à faire des choses. Tu vois, même là, qu'on a reçu Félix la semaine dernière, il a mis aux enchères une de ses œuvres qui est partie pour 2 Ethers. La semaine suivante, il a revendu des Cypher Dudes. Bon, c'est pas des gros chiffres, si tu veux, mais c'est quand même, tu as pas mal d'artistes qui sont alors emerging au sein du digital, qui est déjà un monde d'emerging artistes, mais des artistes emerging voilà, des nouveaux visages qui sont quand même en train de faire des choses. Et en plus, ce côté communautaire un peu assumé, moi je trouve ça assez positif parce que des gens comme Batsum, des gens comme tu as ces milliardaires justement, des Batsum, des Adam Weissman, des Mickey avec la Node Foundation, tous ces gens-là sont quand même vachement dans la promotion aussi de nouvelles têtes. Donc, ils font des budgets, ils mettent des bourses, ils font des grants, ils font des budgets dédiés à l'acquisition justement de nouveaux projets. Donc, je trouve que tu as quand même quelque chose... Moi, j'ai réalisé ça, et peut-être parce que j'organise Lisbonne et que ça s'est vraiment matérialisé un peu sur l'événement de Lisbonne, où j'ai vu tous ces visages qui étaient contents d'être là parce que c'était les vrais de vrais qui construisaient l'écosystème. Mais cet esprit de construction, on prend nos responsabilités, on crée nos propres institutions en quelque sorte, et un peu en train de... Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de frémissements intéressants à ce niveau-là, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Rem, d'ailleurs.
Tout à fait. Tout à fait, voilà. Mais ouais, enfin, moi, alors on est plus sur le marché traditionnel et tout ça, mais quand on regarde le marché français et l'art contemporain et tout, on se rend compte que les prix, ils sont pas toujours ceux qu'on pense. Hein. C'est très rare les artistes contemporains français, même les gros auxquels vous pensez, qui atteignent 100 000 euros aux enchères. Donc même Laurent Grasso, un des grands artistes qui fait pas mal de digital, qui est chez Perrotin et tout ça, voilà, il vient d'avoir un nouveau record au premier semestre à 53 000 euros. Et ça reste. Ouais, mais là, tu touches du point un truc hyper important, je trouve, en fait. Même JR, il a une seule enchère à plus de 100 000 euros. Donc, justement, ça reste quand même. Alors que Art Basel, justement, tu as un William Mapan, artiste français. Et en fait, c'est ça. Par rapport à ce que tu dis, et d'ailleurs, j'en parlais avec Artemore pendant Art Basel, et on se faisait cette réflexion. Les artistes français qui vendent le plus cher aujourd'hui sont des artistes numériques. Ouais. Et donc, tu as des William Mapan, en effet, qui a vendu une œuvre le plus cher, en tout cas sur des top prix, qui à Basel a vendu en une demi-heure 5 œuvres, une à 70 000, 4 à 30 000. Ouais. Et après, tu en as pas mal un peu dans ce sillage qui vendent quand même sur des prix. Enfin, tu as pas mal d'artistes qu'on connaît qui arrivent à vendre des pièces à 10 000 assez régulièrement, ce qui est déjà énorme. Voilà. Ce qui est déjà énorme. Ce qui est déjà énorme, ce qui veut dire aussi que voilà, il y a une confiance et tout ça. Il y a le fait aussi que le premier marché, quand même, essaye de ralentir la chose. Hein. Le but, c'est pas avant on parlait de spéculation, mais le but, c'est pas de revendre quelques années plus tard. Et voilà, parce qu'après, ce qu'on voit, il faut juste consolider les prix et c'est compliqué. Non, mais voilà, il y a quand même ces différents paliers. Le palier américain, c'est-à-dire d'avoir un Very Singer et tout ça qui vendent pour 5 millions à moins de 40 ans, plusieurs toiles, c'est vraiment un truc qui allait très bien dans les années 2021. Aujourd'hui, on voit qu'on essaie de consolider ça, et encore, c'est ceux qui ont les énormes galeries derrière. Enfin, il y a toute une armée qui se met pour essayer de consolider tout ça. Mais sinon, en France, si on prend même les artistes importants, c'est très rare ceux qui qui dépassent régulièrement les 100 000 euros pour des œuvres. Donc voilà, ça reste quand même un marché qui est en train de se construire, celui sur l'art contemporain, avec même JR aujourd'hui qui a quand même une énorme actualité. Je pense qu'il a fait qu'une seule, c'était une grande photo sur une grande tôle à 100 000 euros. Donc, et même pour ce genre d'artiste, ça reste hyper exceptionnel, alors que derrière il y a Continua, il y a eu Perrotin, enfin il y a eu des très grands noms. Mais voilà, avoir ces œuvres-là, et ce qu'on entend les galeristes, c'est sur ces gammes de prix aussi qui jouent, c'est-à-dire même pour aller à une fois. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a un travail pour être vu à l'international qui est à peu près le même pour une œuvre à 50 000 que pour une œuvre à 1 million. Mais il faut mettre un travail, il faut se déplacer, il faut faire transporter l'œuvre et tout ça. Mais quand on veut avoir une présence internationale, voilà, déjà 50, 100 000 euros, 80 000 euros, on entend pour des belles galeries, c'est déjà des beaux montants. Des montants qu'il faut pouvoir justifier, qu'il faut pouvoir répéter, et voilà. Et je pense que c'est ce genre de choses qui est aujourd'hui qui est construit par les galeries, qui manque un petit peu aussi au digital. Et donc voilà, on va voir John Gerard et tout ça, comment est-ce que ça va se répéter, et comment est-ce qu'on va voilà. Et puis c'est étonnant aussi d'avoir ces prix, je sais pas qui les fait fuiter, mais je trouve ça toujours étonnant qu'il y a ces prix, et puis surtout qui évoluent de jour en jour de façon assez spectaculaire. Mais merci. Insight. C'est en mute. Ouais, j'ai pas suivi cette histoire de prix du John Gerard. En effet, je pense qu'il y a un truc, je sais pas exactement, il y a des modalités, il y a peut-être une installation qui va avec ou un truc. J'ai pas bien suivi en fait l'histoire là-dessus, en effet, mais il y a un truc à creuser. Mais là-dessus, tu as raison. Mais d'ailleurs, enfin, on peut être sceptique. Enfin, tu vois, comme tout, d'ailleurs, ça reste dans Art Basel, ça reste un peu du show.
Et comme tout, et même là sur ce qui se passe à Art Basel, tu peux être certain que la majorité des artistes qu'on voit ici, dans 10 ans, on n'en entendra plus parler parce que c'est le jeu. Et ça ne veut pas dire que voilà. Et donc peut-être que certains, justement, ceux qui construisent tranquillement, doucement, proprement, bah voilà, potentiellement seront encore là si tout se passe bien. Mais en fait, c'est l'histoire d'Art Basel aussi, hein, quand tu vas sur ce genre de foire, dans n'importe quel, dans l'art contemporain, tu avais des artistes tu reprends le catalogue d'Art Basel il y a 10 ans, la majorité des gens, ils ont potentiellement, enfin, on n'a plus trop de nouvelles, ils n'ont plus trop d'actualité, ils sont plus trop dans ce jeu-là, quoi. D'ailleurs, c'était intéressant parce que il y avait une discussion avec Hugo, qui est l'agent de William Mapan à Basel, sur ses prix, parce qu'il y avait justement des ricains collectionneurs qui disaient tu pourrais vendre 3 fois plus cher, à Art Basel, etc. Et en fait, ils disaient non, mais on construit sur du long terme, quoi. C'est pas donc on veut pas se brûler les ailes en ayant des prix incroyables tout de suite, quoi. Je trouvais ça intéressant comme discussion. Donc, oui, Jean, pardon. Ouais. Non, mais oui. Et puis, je sais pas si, enfin, il y a eu des discussions en 2021, il y avait des artistes, notamment afro-américains, qui prenaient vraiment beaucoup de valeur. Alors là, c'était presque risible parce que c'était des rappeurs qui s'auto-enchérissaient et tout ça. Mais voilà, il y a eu des interviews où c'était. Il y a quand même encore cette envie, surtout dans la peinture, d'être acquis par des institutions, des collectionneurs importants et sur le long terme. Que l'art digital, c'est vrai que, en tout cas pour les NFT, il y avait ce côté hyper liquidité qui allait un peu à l'encontre. Et donc voilà, il n'y a pas de souci. Moi, je pense qu'il y a de la place pour plein de types de marchés. Aujourd'hui, on voit que les éditions, normalement, en général, ont quand même un peu plus la cote. Et ce côté, en plus, pouvoir suivre des œuvres similaires qui reviennent périodiquement, régulièrement sur le marché, ça intéresse des gens, ça les rassure, ça permet de voir un petit peu. C'est pas une boîte noire où on ne sait pas combien vaut notre caillebotte, on ne sait même pas si c'est un vrai. Voilà, il y a place pour d'autres marchés plus flexibles et plus réguliers. Mais voilà, il faut trouver derrière les institutions et tout ça qui continuent. D'ailleurs, tant que je vous ai, moi je ne sais plus très bien où en est le Centre Pompidou, par exemple, qui avait fait le début d'une collection, que voilà, ne nous avait pas trop répondu à nos questions sur leur vision à très long terme. Mais voilà, ils continuent de faire des... Pardon ? Le Centre Pompidou est toujours actif. Hein. Pour le coup, de toute façon, le Centre Pompidou, là, il est fermé. Donc. Non, mais il continue de travailler. Ouais. Il continue de travailler. Désolé, moi, les amis, je dois bouger. Merci beaucoup, Jean. Ce fut un plaisir. On va pas tarder à arrêter. Merci, salut. Le temps passé, en effet. Ciao, Rem. Mais juste pour te répondre sur son Pompidou, Jean, déjà, il y avait eu... ils ont communiqué sur des acquisitions... l'année dernière, je crois, ou c'était l'année dernière ou c'était c'était l'année dernière, je pense. Donc des œuvres, j'arrive plus à me souvenir là tout de suite là, mon cerveau. Oui, en effet, je revois un peu les informations, c'est ça. En effet, Centre Pompidou, ils ont fait une acquisition de plusieurs Raphaël Rosendahl, en fait, l'année dernière. Et si je me souviens bien, Andrea, je crois que c'était du Andrea Guissine aussi, si je ne me trompe pas. Enfin, en tout cas, ils ont communiqué, je ne veux pas dire trop de bêtises, mais ils ont communiqué sur des acquisitions. Et je sais Enfin, c'est un sujet qui continue de suivre. C'est un sujet qui continue de suivre, en effet. Donc, je pense qu'on va entendre pas. Enfin, je ne serais pas étonné qu'il y ait d'autres acquisitions du Centre Pompidou qui soient. Alors, je ne sais pas après les plans de communication, comment ça se passe. Mais en tout cas, je pense que dans les 12 prochains mois, on peut suivre. On va peut-être entendre des choses de la part du Centre Pompidou. Ouais.
Hop, attends, excuse-moi, t'es en mute. Hop. Il y a Vas-y, différents faisceaux, il y a différentes institutions qui s'en occupent. Et puis, on n'est pas trop attentif par rapport à ce qu'ils font aux États-Unis, parce que là, pour le coup, on entend régulièrement des belles donations et tout ça à des musées. Et c'est plutôt rassurant de ce côté-là. Et nous, ce qui est étonnant, c'est qu'aussi notre rapport à l'art digital et puis au NFT à un moment, ça nous a permis de nous mettre en contact avec des artistes asiatiques et pas seulement chinois, parce qu'on est quand même assez proche du marché chinois, mais voilà, même on a fait avec un artiste thaïlandais une couverture, enfin ce genre de choses, tu vois, qui permet de voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté. Mais voilà, en tout cas, nous, c'est vrai que par rapport aux chiffres qu'on entend et au rapport institution-artiste qu'on suit et collectionneur, ça se passe plutôt pour l'instant des États-Unis, du côté des États-Unis. Ouais. Bah, en général, après, oui. De toute façon, ça se passe beaucoup aux États-Unis sur tout ce marché-là, de notre côté aussi. Hein. C'est vrai que même là, bon, il y a le Centre Pompidou malgré tout qui fait des choses, mais derrière, tu as le Whitney, tu as le Whitney Museum qui est assez actif. Il y a un gros événement qui est prévu en novembre qui va se passer là-bas, justement, sur l'art numérique. Bon, tu as eu l'ouverture de Dataland là, à Los Angeles, qui est le musée de Rétro Canada. Voilà, tu as quelques. Tu as toujours le LACMA, qui est toujours très actif aussi sur le sujet, qui ont vraiment des équipes dédiées et qui sont intégrées, j'ai envie de dire, dans la communauté NFT et qui continuent des acquisitions aussi. Et après, tu as des musées qui sont presque devenus j'ai presque envie de dire, qui ont fait des switches presque très importants, qui sont des musées moins connus, mais qui sont quand même devenus un peu référents sur le sujet, comme le Toledo Museum. Donc c'est très bon musée. Je suis jamais allé, mais en effet. Donc ouais, donc c'est bon. En tout cas, c'est intéressant de suivre ça. Et j'aime bien en fait ce que tu dis aussi sur les relations. Il y a un petit l'opportunité en fait que vous avez côté ArtPrice, parce qu'en effet, vu que c'est un petit univers, malgré tout, c'est une niche un peu là maintenant. Enfin, aujourd'hui, le monde des NFT, tout le monde connaît tout le monde. Et donc, malgré tout, tu as une proximité, une facilité de toucher des artistes, de communiquer, d'avoir des réponses, qui est, je pense, qui est une vraie opportunité pour des acteurs qui se positionnent là-dessus. Enfin, tu vois, quel que soit leur niveau. Tu vois, Arab Bank Switzerland, par exemple, ont vraiment réussi à se faire une image et à créer un peu, en devenant, voilà, en créant une collection corporate, en faisant le prix Arab Bank. Ils ont réussi, voilà, à se créer un univers, à se créer une image là-dessus. Même vous, à votre niveau, justement, en touchant, en faisant voilà, vos covers, ça vous permet tout de suite, rapidement, d'avoir un pied dedans de manière assez simple. Et j'imagine que ouais, c'est pas si compliqué de dealer avec ce type d'artiste pour vous, non? Ouais. Alors nous, la différence, c'est qu'on veut pas devenir incontournable. Enfin, l'idée, c'est Bien sûr. vraiment juste qu'on a trouvé une façon de rétribuer et puis de garder un lien. Moi, je trouvais ça pas mal de garder un lien avec les artistes, sachant qu'en plus, voilà, quand on acquiert un NFT, bon, à un moment, on s'est même posé la question de est-ce qu'on l'offre, est-ce qu'on en fait des éditions, on propose à l'artiste de faire des éditions et tu en reçois une petite avec. Il y a mille choses à faire, tu vois, où en fait, tu ouvres plein de possibilités. Et nous, aujourd'hui, c'est vraiment de garder un lien. De rétribuer un petit peu l'artiste, d'avoir quand même s'il y a un autre contrat qui est rédigé avec eux sur l'utilisation, mais voilà, il y a cette idée aussi qu'il y a de contrat derrière un NFT qui est compris, qui facilite un peu les choses et qui rend la communication, tu as tout à fait raison. Nous, enfin, on a fait avec Nice Scientist, par exemple, on est passé par Fellowship et c'était extrêmement simple. Je pense pas. Enfin, aujourd'hui, avec une galeriste, il faut passer par l'assistant qui passe par ça, qui passe par ça. L'artiste, il n'est pas disponible avant 2 mois. C'est vrai que ce genre de raisonnement, il est beaucoup plus simple dans le monde des NFT, où le fait que tu peux lui envoyer un message par Instagram et ça fonctionne très très bien. Il te répondra peut-être pas dans l'heure, mais voilà. Mais oui, c'est une simplicité
Et nous, ça nous permet de faire des choses avec des artistes voilà, qui sont dans la recherche, aujourd'hui, qui sont dans la création. On n'est pas sûr, on prend un petit pari sur le fait qu'ils existent encore dans 20 ans, mais ce n'est pas notre but. Nous, le but, c'est voilà, de faire des choses qui correspondent à ce qu'on est en train de faire, et sur le long terme, qui est de continuer à creuser encore un petit peu ça, de ne pas juste se dire on l'a fait pendant les 2 ans où c'était la hype, mais en fait ça nous correspond, et peu importe que le marché pour l'instant il soit frileux ou il se pose beaucoup de questions, nous en tout cas de notre point de vue ça fonctionne pas mal. Alors il y a des artistes, par exemple avec Léo Caillard, on n'a pas acheté le NFT parce que l'œuvre est plus importante, parce que ça ne correspondait pas à nos prix et tout ça, et puis voilà, il avait beaucoup d'autres projets, mais on l'a contacté comme ça, on a dit voilà, s'il y a un NFT, si ton souhait c'est de faire cette connexion avec nous et qu'on l'acquiert, voilà, c'est une des possibilités. Et donc voilà, c'est pour notre prochain rapport qui paraîtra en octobre, on refait une collaboration comme ça, et vraiment ça, pour l'instant c'est assez idéal. Génial. Et est-ce que tu as des nouvelles de Vils? Parce que lui aussi, à un moment, avait un pied dans les NFT et croyait fort à mettre de l'énergie là-dedans. Ouais, Ville, c'est toujours très impliqué dessus. Ouais. Justement, à Lisbonne, le salon que je fais, il a exposé. Et il a en fait sa propre galerie d'art numérique en fait, qu'il a créée, donc un peu sur le modèle, il a plusieurs galeries, donc sur le modèle d'Underdogs qu'il a fait sur le côté street art. Il a créé Eterno Gallery, donc à Lisbonne, qui est une galerie dédiée à l'art numérique, avec une expo CryptoPunk en cours d'ailleurs, qui est très sympa, que j'ai eu l'occasion de visiter il y a 2 semaines, qui est vraiment très réussie, avec une sélection de 15 artistes qui font voilà, des créations autour de ça. Donc, il a une galerie d'art numérique. Donc, c'est un sujet qui est important pour lui et qui pousse sous son propre nom, mais aussi maintenant en tant que galerie, justement. Ouais, c'est génial. C'est étonnant que voilà, parfois les solutions, elles ne viennent pas de là où on les attendait, elles ne viennent pas des fils de galeristes et tout ça, mais des artistes eux-mêmes. Ouais, parce qu'il avait fait, on avait suivi pas mal de ses projets dans des layers et tout ça, je ne sais pas où ça en est, mais voilà, le but, c'est pas non plus que tout réussisse et que tout soit, il faut que, par contre, que ce soit sur du long terme, et que quand on puisse un petit peu rectifier tous les ans la direction, et c'est génial. Moi, je suis heureux de savoir qu'en tout cas, tout ça, à Lisbonne, en tout cas, que ça continue de chercher. Oui, non, ça continue. Non, c'est plutôt. C'est un moment un peu. Je pense que c'est un moment intéressant. Je pense que les prochaines années vont être intéressantes à suivre, parce qu'on est passé d'une vague plutôt de pessimisme à un moment plutôt d'optimisme. Donc, c'est vrai que on va voir comment ça se traduit. Ça se traduit en termes de business, mais le marché est plutôt optimiste en ce moment. Et donc, voilà. Et du coup, côté ArtPrice, c'est quoi l'article, là, la prochaine sur quoi Nous, on fait 2 rapports. On fait un rapport général sur tout le fine art en mars, fin février-mars, sur toute l'année passée. Et ici, le prochain, ce sera sur l'art contemporain et ultra contemporain. Bon, cette terminologie aussi, elle va devoir être changée mais voilà, c'était les artistes un peu de moins de 40 ans, dont on fait partie, Beeple et tout ça, en 2021, et pour lesquels il y a beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on voit des artistes, notamment chinois, qui vraiment ont des prix très très solides. Et justement, comme je disais, ça fait vraiment partie de ces artistes où il faut comprendre derrière, sur le long terme, comment on va consolider tout ça. Mais donc voilà, plus généralement sur le marché de l'art contemporain. Donc nous, on est obligé on a à peu près 1 million d'artistes, donc on est obligé de les mettre dans des cases. Et nous, c'est assez simple pour art contemporain. On a dit que c'était tous les artistes nés après 1945. Mais voilà, c'est vrai qu'on va revenir sur des choses un peu moins sympas, comme le beau buste Louis XIV de Jeff Koons, qui a fait moins 21%, alors qu'il venait
la très belle collection de Mushin qu'il avait gardée pendant 11 ans, voilà, sans compter les frais et tout ça, c'est quand même il y a quand même des prix qui sont en train de se calmer. Bon, on parle quand même toujours de plusieurs millions, hein, 8,6 millions pour ce buste. Ça reste des très gros montants, mais voilà, c'est pas toujours en train de grimper. Et dans les côtés positifs, ben voilà, il y a un marché qui est en train de reprendre. Bon, alors, le marché de l'art contemporain, il est un petit peu pour l'instant en calme, mais le reste du marché, comme je disais, il évolue bien. Donc, on va essayer aussi d'interviewer pas mal de maisons de vente et tout ça sur ce côté retour à d'autres périodes. Et puis, il y a le côté un petit peu, il y a une moins grosse concentration. Il y a, notamment en 2021, on s'était un peu inquiété que les 20 plus gros artistes contemporains, ils représentent 56% du chiffre d'affaires, donc plus de la moitié à 20. Et aujourd'hui, voilà, on est plus sur du 40%. Il y a quand même un côté moins ultra-domination de certaines, de quelques artistes, qui est quand même quelque chose de positif, surtout dans un marché voilà, qui se stabilise, qui n'est pas en descente. Il y a un côté un petit peu moins headlines tout le temps, avec voilà, il y a un petit peu plus de noms, il y a un petit peu plus d'œuvres encore. Donc voilà, il y a des choses positives. Et puis, il y a ce côté édition et tout ça qui reviennent, qui commencent vraiment à trouver un marché aujourd'hui, des ventes qui sont spécifiques, pour le coup, dans les grandes maisons de vente dédiées aux éditions. Alors, le fait que aussi Hockney et tout ça, ils ont participé, alors ils ne sont pas compris dans notre définition de l'art contemporain, mais ils sont d'une certaine manière très contemporains, et David Hockney a fait beaucoup d'estampes et tout ça. Il vient de cette partie-là du marché au départ. Donc, tout ça y a très fort contribué, mais voilà, aujourd'hui, on voit le marché de Banksy, par exemple, et tout ça, c'est des vraies choses importantes aujourd'hui sur le marché de l'art. Qu'on va discuter dans notre rapport. Donc voilà, c'est un rapport qui sera probablement moins bling bling et moins Damien Hirst et tout ça. Et c'est peut-être pour le mieux, mais voilà, on va montrer un peu plus la diversité du marché, s'intéresser quand même voilà, à ces œuvres abordables qui sont en dessous de 1000 euros. Ces tranches de prix, comme je l'ai quand même répété assez souvent, qui peut être entre 10 000 et 50 000, voire un peu au-dessus, qui en fait, pour l'art contemporain, c'est vraiment crucial. C'est vraiment là que les galeries se positionnent sur le long terme. Et même pour des artistes qu'on a l'impression qu'ils sont hors de prix, mais en fait, c'est quand même là-dessus que ça se joue, surtout sur le second marché. Sur le premier marché, il y a plus un côté où on gère plus encore l'offre et la demande qui permet d'aller probablement un peu plus haut. Mais sur le second marché, c'est vraiment le gros test. Et donc, voilà, c'est tout ça ce qu'on discute qu'on essaie de présenter avec pas mal de graphiques et tout ça qui peuvent être pris gratuitement et qui permettent un petit peu de donner des bases à des gens qui s'intéressent au marché, de savoir un petit peu comment ça évolue. C'est un peu compliqué de se dire qu'il y a eu 1 million d'œuvres qui ont été vendues dans le monde l'an dernier, mais voilà, ça permet, on dit que c'est un petit peu plus qu'avant, on essaie de remettre un petit peu en perspective par rapport à ce que ça pourrait représenter le marché global et tout ça. En fait, voilà, c'est quand même compliqué dans le marché de l'art parce que, et tu le sais, hein, on se pose la question avec John Gerhardt, savoir est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup, c'est 1,5 million. Il faut prendre le temps après d'essayer de comprendre un petit peu d'où ça vient, de refaire un petit peu une historique. Donc, nous, on nous reproche un petit peu souvent de ne pas regarder trop ce qui va arriver et de regarder trop en arrière, mais on pense que nous, en tout cas, notre partie du travail, c'est de regarder en arrière et d'essayer de comprendre. Et c'est là-dessus qu'on a des informations. Et voilà, nous, pour l'instant aussi, on est bousculé. Bon, c'est le dernier gros chapitre, mais on est bousculé un petit peu par les IA, hein, de savoir ce que ça va nous permettre de faire. En tant que base de données, c'est vrai qu'il y a pas mal d'opportunités, hein, de décloisonner, de lui demander de faire des recoupages avec d'autres sources d'informations, de pouvoir aussi activer un peu plus la donnée, de pouvoir être un petit peu plus flexible dans ce que peuvent rechercher nos utilisateurs. Voilà, on a pas mal de choses qu'on voit arriver. Bien sûr, ça revient sur
de principes qu'on suivait jusqu'à présent, qui étaient de vraiment passer par l'artiste, la signature, de savoir effectivement ce qu'on cherchait avec des critères très, très précis, et d'avoir principe LLM, se dire aujourd'hui, les gens ont aussi envie d'avoir presque une discussion avec une base de données. Et ça, pour nous, c'est vrai que c'est un gros changement. Oui, en fait, je pense qu'à partir du moment où ton métier, parce que votre métier, c'est de la donnée, forcément, ouais, tu te poses la question de comment tu joues, comment tu interprètes, comment tu manipules, comment tu la fournis. Et donc, l'AI, ouais, j'imagine qu'elle est centrale dans tout ce que vous faites, parce que demain, tu as un potentiel de... Oui, je pense qu'il faut... La question, c'est comment on y va, mais en effet, Et il faut y surtout, aller. comment est-ce qu'on gère les différentes, parce que tu vois, entre reconnaissance d'image et reconnaissance de est-ce que c'est un vrai ou pas, tu vois, c'est un vrai Rembrandt, c'est pas un vrai Rembrandt. Il y a ce côté-là, il y a le côté LLM, il y a le côté pouvoir faire des choses qu'on n'a jamais fait avec nos datas en local. Il y a le côté. Donc voilà, il y a pas mal de choses qu'on voit. Il y a le côté aussi accompagné dans la vente, hein, se dire est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est pas le bon moment. Tu vois, il y a tellement de signaux sur le marché de l'art qu'en fait finalement une IA bien faite, c'est ce qu'on voit avec des startups comme Art Signals et tout ça à Londres. Il y a des gens qui se positionnent dessus. Voilà, nous, la question c'est de savoir quelle partie des IA on a envie. C'est vrai que pour l'instant, il y a un petit peu cet énorme coup de projecteur sur les LLM. Et est-ce que c'est ça qu'on a envie de faire, ou est-ce que nous, il y a des choses peut-être en plus local et tout ça qui sont plus intéressantes pour activer déjà encore plus notre base de données? Moi, je pense que c'est... Voilà. Mais c'est les discussions qu'on a aujourd'hui. Il ne faut pas avoir un train de retard sur l'utilisation beaucoup plus flexible de ces bases de données, mais voilà, ça n'enlève rien à ces questions qu'on posait avant, de la sécurité de nos bases de données, de la pertinence des résultats, du fait que nous, avant, on fait toujours que des estimations qui sont faites par des experts. Voilà, aujourd'hui, on peut se dire qu'on fait une solution qui est quasiment instantanée, avec un peu moins peut-être d'explicatif et tout ça, mais quoique. Mais voilà, on peut aussi se dire qu'on teste d'autres choses, mais voilà, c'est un monde qui va vite, il faut tester, en même temps, il ne faut pas mettre en péril la sécurité de nos données et puis notre métier d'expert, et puis voilà, il faut trouver sa place. Très bien. Écoute, merci beaucoup, Jean, c'est passionnant. Et moi, j'ai hâte de lire le rapport sur l'art contemporain et ultra contemporain. Qui sort quand, du coup, le rapport? En octobre, donc probablement entre la Frieze et Art Basel Paris. On essaie d'être aux deux événements, donc on va voir aussi quand ça se met par rapport à l'actualité, parce qu'on essaie aussi d'arriver à des moments. Aujourd'hui, l'actualité est tellement chaotique que voilà, on essaie d'arriver aussi au bon moment. Hein. L'art, ça reste quand même, c'est une chose extrêmement importante, mais ça reste un peu secondaire. L'idée, c'est de pas non plus pousser à un mauvais moment des chiffres, des choses comme ça. Agile maintenant. Ouais, il faut être agile. Il y a un bon moment, mais voilà, ça se fait. Bien sûr. Merci mille fois en tout cas de m'avoir reçu, et puis. Merci à toi. Et puis pour ceux qui nous suivent, donc hier on était justement chez Artverse Gallery avec l'artiste Polygone, et demain, on va partir dans un autre univers, celui des PFP. On va parler des normies avec Scabanel, qui est, on va dire, le membre francophone le plus actif de la communauté normies, qui va expliquer toutes les subtilités, toutes les richesses, et surtout qu'il y a une grosse annonce qui a été faite pendant la nuit par Serge, donc le fondateur de Normies, et Adam Weissman, le collectionneur, et Beeple. Ils ont créé donc un Normies. Voilà, enfin, vu que c'est la technologie qui est incluse dans ce projet de PFP permet d'avoir un Normies dynamique qui va afficher tous les jours une version pixelisée du Beeple Everyday. Et donc, si vous possédez le NFT, vous avez ça à l'intérieur. C'est assez intéressant.
Donc, c'est une collaboration Weissman, Beeple, Normise, Cerc. Et donc, on va expliquer tout ça parce que le projet est assez complexe finalement, même si c'est un projet qui a l'air simple au premier abord. Donc, on va rentrer dedans demain matin. Merci Rem qui nous a quittés. Merci Jean. Passez une excellente journée. On se revoit très bientôt. Et Merci à tous. Good morning. Happy.